Dans la présente capsule, je vais montrer grossièrement comment faire un travail qui ressemblerait au vôtre. Évidemment, je ne ferai pas le travail devant vous pour des raisons évidentes. Je vais faire les différentes étapes. La première chose que je suis parti de ce qui s'appelle Structure pour le travail 2, ce que je vous ai recommandé d'utiliser et de modifier à votre guise. Avec npm init, parce que je veux avoir mon package.json, puis dire que dans le fond, c'est un projet que je gère avec Node Package Manager, avec Node, avec npm init-y, parce que ça ne me tente pas de remplir tous les champs. Dans un vrai projet, on remplirait tous les champs. Oh, bon, il ne veut pas. Je vais changer mon nom parce qu'il y a des espaces dans le nom, il n'aime pas ça. Je l'ai renommé, je repars le tout. npm init-y. Ça m'a créé mon package.json. Une fois que j'ai ça, maintenant je peux faire mes installs. Qu'est-ce que je veux installer? Mais je veux installer ESLint. Je veux l'avoir seulement en dev. C'est pas grave si vous mettez en prod pour le cours, parce qu'on ne met pas notre site en production de toute façon. Mais normalement, c'est la bonne pratique de le mettre en dev. C'est un outil de développement. C'est terminé. Ensuite de ça, il faut que je le configure. Si on l'avait déjà vu dans le passé, c'est ESLint config, je crois. En fait, c'est -init. -init. On prend la troisième option parce qu'on veut forcer un style de coding, de programmation aussi. None of these. None of these. Est-ce qu'on veut prendre TypeScript? Non. Ce qui est en majuscule, c'est la valeur par défaut. Ça vous peut juste faire entrer si c'est la valeur que vous voulez. Moi, je vais l'utiliser. Je vais prendre all parce que on va voir que quand je développe, puis que je suis en train de coder mon code JavaScript, je peux commencer à coder une bonne partie du code sans même avoir à utiliser le browser, le navigateur. Utiliser un style populaire. J'ai demandé standard. Dans d'autres projets, peut-être que vous allez prendre autre chose. C'est juste pour que tout le monde ait le même style, standard. Ça, c'est pas vraiment important. C'est vraiment la façon que la configuration va être sauvegardée. C'est fait. Je pense qu'on n'avait pas besoin d'autres outils. Je vais juste vérifier ici. C'est sûr qu'on va voir Git. Je pourrais le faire tout de suite. On va faire ici Git init pour dire que c'est un projet Git. Est-ce que vous voulez mettre node modules to git ignore? Mais oui, c'est justement ce qu'on veut. On ne veut pas envoyer les modules. Yes. C'est quand même bien fait. Vous avez déjà une partie du travail de fait si vous répondez à la question comme il faut. Ensuite, je vais vous laisser le faire, mais il ne faut pas oublier le CSS. Il faut le mettre ici, le style. Parce que sinon, vous allez avoir peut-être des problèmes de fusion. Là. En ce moment, le travail 2 est à faire individuellement. Le travail 3 va être à faire individuellement ou en équipe. Ça va être vous qui allez choisir. Mais dès qu'on travaille en équipe, on risque d'avoir modifié, vous l'avez sûrement déjà fait en Prod 2 avec José, mais on risque d'avoir modifié le même fichier, vous et moi, puis on va avoir des collisions. Là. On va avoir encore plus de collisions si on modifie un fichier qui est généré automatiquement comme le CSS. Git init, ça m'a créé dans le fond ça ici. Je peux regarder qu'est-ce qu'il y en est. Git status. J'ai les différents fichiers. On me dit que tous les fichiers qui sont en rouge, c'est ceux qui ne sont pas suivis en ce moment. Je les veux tous, dans le fond, sauf ce qui est dans le git ignore, évidemment. Entrée. Git status, normalement, devrait être en vert. C'est parfait. Git commit avec mon message
début du projet. ESLint installé. Faites pour moi ce que vous voulez. L'important, c'est de ne pas écrire commit avec la date. La date, on va être capable de la trouver facilement après. C'est de mettre quelque chose qui est assez clair. Là. Ou pas corriger bug, mais expliquer quel bug que vous avez corrigé. C'est ici, commit. Là, quand je vais essayer de faire git push pour l'envoyer sur le serveur, ça ne fonctionnera pas parce que je n'ai pas configuré en fait mon GitLab, mon Bitbucket. Hop, donc là, il me dit que c'est pas correct. Donc, je vais aller chercher les informations sur GitLab. Je suis rendu sur GitLab. Une fois que vous êtes authentifié, en haut ici, vous allez voir le bouton New Project. Ça ici, je l'appelle d'une certaine façon. Exemple, je vais l'appeler individu. C'est sûr que je vais gérer dans le fond dans le projet. Je le laisse à privé. Je n'ai pas nécessairement le goût que tout le monde voit ça. C'est pas, pas à partager. Même dans votre cas, n'oubliez pas de le laisser à privé aussi. C'est juste qu'il faut que vous me rajoutiez. Parce que si vous le mettez à public, quelqu'un pourrait copier votre travail. Puis moi, je vais considérer que c'est du plagiat, mais je ne saurais pas qui a copié qui. Ça ici, laissez-le à privé. Create Project. Une fois que c'est créé, descendez un petit peu plus bas, vous avez Push an existing folder. C'est une des façons de faire. Là. Si vous avez déjà commencé à faire vos commits, mais normalement, ça devrait être ça ici. Là. Moi, j'ai fait déjà Git Commit. Ce qui me manque, c'est ça ici. Je vais aller le porter en bas. J'ai déjà fait mon add point, j'ai déjà fait ma add étoile, et j'ai déjà fait mon commit aussi. Je me demande mes credentials pour aller sur GitLab. Que je ne me souviens pas, c'est que je vais faire juste annuler. Mais vous, vous devriez vous en souvenir. Ça va fonctionner. Si vous passez par SSH, mais ça prend une clé SSH sur votre poste. Là. Mais sinon, ça fonctionne. Si je ne me souviens pas de mon nom et mon utilisateur, de toute façon, ce n'est pas important. Non, en fait, je vais le faire, puis ça va vous aider. Ça sur pause, je vais aller chercher mes informations et je reviens. Bon, c'était vraiment juste de la lâcheté. Je suis allé chercher mon mot de passe et mon nom d'utilisateur et j'ai poussé le tout ici. Maintenant, quand je vais me voir dans GitLab, je vais m'authentifier. J'ai mon projet ici, exemple TP2 individu. Et j'ai mes fichiers qui sont tous dedans. On voit que je n'ai pas le node.js, le node models. Si jamais vous le créez d'une autre façon, parce qu'il y a plusieurs façons de faire, en fait, il y a nous ici, new, je vais revenir ici, new project. Vous arrivez ici, autre, porte, privé, créer projet. Vous pouvez exécuter ça ici. Là. En le clonant, il va être automatiquement connecté sur votre GitLab. Vous pouvez faire ces étapes-là. Si vous avez déjà des fichiers sur votre poste, c'est mieux de prendre ça ici. Si vous partez de ce que je vous ai fourni, c'est mieux de prendre ça ici. Si vous partez de zéro, c'est mieux de prendre ça ici. Je retourne ici, avec Git status, je regarde. Sur la branche master, on verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire ça ici. En fait, on ne le verra pas dans notre cours de web côté client. On va le voir plus tard dans d'autres cours d'informatique. Mais c'est très utile quand on va commencer à faire du développement plus complexe. Nothing to commit, j'ai rien à envoyer. Puis mon emplacement de travail est clean, est propre. En fait, il n'y a aucun fichier qui a été modifié. Je vais ici. Première chose que je vais faire, le script qui est lancé automatiquement. Ici. C'est pas 100% nécessaire d'utiliser tout ça ici. Je l'ai mis, en fait, je l'ai mis parce que c'est une bonne pratique. Ça me permet de valider que tout est téléchargé. Si ça vous complique la vie trop,
Enlevez-le. Là, ce que je vais demander, en fait, je vais demander à quelqu'un de rentrer la taille en centimètres d'individus. Je vais accumuler des tailles ici. Fait que pour faire ça, mais je ne sais pas combien que la personne va m'en fournir. Fait que je vais faire un do while. Pourquoi je fais un do while? C'est parce que je veux au moins l'exécuter une fois, mon code. While texte est différent de stop ou ceci. On va avoir une variable qui va s'appeler texte. C'est pas vraiment une bonne pratique parce que je mets du français et je vais mettre de l'anglais aussi. Je vais essayer de le garder propre. Soit que vous la définissez comme ça. Sinon, vous pouvez directement la mettre dans le bloc ici. Texte égale prompt. Pour ce travail-là, c'est la méthode qu'on a utilisée. Excusez-moi, il y a beaucoup de rouge. La méthode qu'on a utilisée pour aller chercher l'information de l'utilisateur. Dans le travail 3, on va voir que en fait, prompt, c'est vraiment pour rendre un petit peu l'application dynamique. Dans le travail 3, je ne demanderai pas ça, ça va vraiment être un formulaire qu'on va remplir. Avec ça ici, entrer la taille. On peut utiliser le backslash pour dire dans le fond que le caractère doit être interprété littéralement. La taille de l'individu. Et c'est pour ça que j'ai 3 guillemets doubles. Parce qu'il y en a un que je veux qu'il soit dans la chaîne. C'est pour ça que j'ai mis un caractère d'échappement. L'individu ou stop. Là, j'ai le texte. C'est bien beau. Je n'ai pas le choix de le mettre en dehors. Ça, c'est un exemple que si vous n'auriez pas de problème si vous aviez utilisé var, je vais y revenir. Si j'utilise var ici, j'aurais pas de problème. Parce que var n'est pas considéré dans un bloc. Quand on utilise let puis const, c'est des choses plus avancées, là, mais quand on utilise let puis const, sont vraiment définis dans le bloc seulement, entre les accolades. Tandis que var, si elle est entre les accolades et qu'elle n'est pas dans une fonction, elle est remontée en haut du document. Là, puis elle va se ramasser dans global, en fait. Moi ici, j'aimerais mieux faire ça comme ça. Si vous aimez mieux, vous pouvez définir comme ça ici. Sinon, elle va être undefined de toute façon. Dans tous les cas, on n'a pas vraiment besoin. Comme ça, ça serait correct. J'ai mon information, mon texte. J'aimerais ça, dans le fond, que dans mon. C'est des tailles d'individus. C'est des tailles d'individus en centimètres. J'aimerais ça avoir des données valides, dans le fond, les données qui vont être en chiffres. Je pourrais les valider. Pour l'instant, dans le travail 2, on a dit qu'on ne validerait pas le tout, mais sinon, il faudrait vraiment faire un if si ce n'est pas la bonne donnée, mais sortir ou. En fait, ce serait une décision d'affaires qu'on pourrait décider. Qu'est-ce qui se passe quand la personne entre quelque chose de pas correct? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on l'avertit puis on lui repose la question une autre fois? Là, je ne gère pas ce cas-là. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre let taille centimètre. Int texte. Là, j'ai la taille en centimètres.
J'aimerais ça, dans le fond, les accumuler. Dans le fond, je veux les ramasser, les informations des individus. Ça va me prendre ici un tableau. Probablement que mon tableau ne changera pas une fois qu'il va être rempli. Je pourrais utiliser const ici. Mon tableau, je mets taille, comme ceci. Je mon taille, je l'initialise à un tableau vide. Je vais faire taille ici, point push, et je vais mettre la taille en centimètres de la personne. J'ai pas l'air d'aimer ça. Ouais, je suis pas sûr. Je pense que Slim me donne une fausse erreur ici. Sinon, si je veux régler le cas, je peux l'envoyer ici dans le bassin. Ça ici, taille centimètre, avec parse in, ça va prendre le texte, puis si c'est capable, ça va le transformer en un entier. Après ça, les entiers, je vais les mettre dans ma taille. Ce que je peux faire, c'est que je peux aller, en fait, je peux faire un console.log ici. Ou même avant ça. Ah non. En fait, console.log et je vais loguer le résultat. Taille. Le script qui est lancé automatiquement, il y a déjà une page, c'est le Hello World, mais ce n'était pas vraiment important ici. Je vais la charger. Entrer la taille de mes yeux en centimètres ou stop. 122, 188, 22, stop. J'ai mon information. J'ai mon tableau et j'ai rentré stop à la fin. On voit que j'ai un problème dans mon code, 182, 188, 22, et not a number. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand je suis arrivé ici, j'ai fait parse int, mais j'ai mis dans la taille, même si c'était stop. Normalement, il faudrait que je vérifie ici, if text égale stop. On ferait quelque chose, sinon c'est else. Donc moi, je pense que le mieux, c'est vraiment de prendre le contraire. Faire si c'est pas égal à stop, on exécute du code. J'ai plein de petites erreurs, je vais les modifier ici. Je rentre. Si c'est pas égal à stop, c'est que la personne a rentré dans le fond une valeur qui était supposée d'être bonne. On rappelle qu'on ne la vérifie pas. Je reviens ici. 122, je rentre n'importe quoi. Oh, ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est les joies du JavaScript. Je vais le remettre comme c'était. Je vous ai envoyé un MIO sur la précédence des opérateurs cette semaine. Je ne les connais pas par cœur, mais l'opérateur ici, le nom, semble avoir une précédence, dans le fond, sur ça ici. Ça fait que ça vérifie est-ce que texte est vrai, puis ça prend l'inverse ici. Là, ça va me donner faux. Faux, est-ce que faux est égal à stop? Donc, si je ne veux pas avoir de problème comme ça, je veux vraiment avoir que texte égal à stop, est-ce que c'est vrai ou faux? Puis après ça, prendre le contraire de ça, mais je le mets avec des parenthèses. Donc, je l'ai retesté ici. Là. J'ai mes trois valeurs. C'est beau. Avec ça ici, je peux tout prendre ça et mettre ça dans une fonction. Demander. Il n'y a pas de paramètres à fournir. Je corrige un petit peu de rouge.
parce que dans le fond, en recopiant le code, il y avait de l'indentation qui n'était pas correcte. Si vous voulez que ça fonctionne bien avec les paramètres que je vous ai fournis, là, parce que mon indentation est de deux espaces et non 4, ça se peut que ce soit configuré pour 4. Vous allez dans Settings, dans le fond, ici, File, Preferences, Settings. Vous cherchez Tab, vous devriez avoir dans les premiers, je pense que c'est Commonly Used, Editor, Tab Size, puis j'ai mis 2 ici. Demander information. En ce moment, là, ça me dit qu'il y a encore une erreur parce que je ne l'utilise pas. Je peux juste l'appeler ici. Demander information. Donc, normalement, ça ne doit pas changer l'exécution du code. Ça va faire la même chose. 122, 122, et stop. Ça fonctionne encore comme ça fonctionnait. Qu'est-ce qui me reste après à faire, c'est de faire des calculs sur le code. Par exemple, je pourrais vouloir le min, le max, la moyenne. Disons. Obtenir rapport. Ça va être une fonction aussi. Function obtenir rapport. Il faut que j'ai des tailles pour faire ça. Je vais avoir un objet de taille. On voit qu'il va falloir que je modifie ma fonction demander information. C'est ici, objet de taille. Et je vais faire des traitements dessus. Là, pour l'instant, ce qui va se passer ici, je vais avoir les tailles. Et quand je vais demander une information, j'aimerais ça pouvoir le manipuler après. En ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il l'envoie dans la taille. Il fait juste le loguer. Ce que je vais faire, c'est un return taille. Et ici, je vais pouvoir le prendre comme résultat. Et pouvoir le passer à obtenir rapport ici. Pour les différentes informations, mais constantes, je voudrais avoir le max. Je peux utiliser mat.max. Sinon, vous pouvez faire une boucle aussi, ça fonctionne. Max, taille. Je rappelle, les 3 petits points, ça prend le tableau, puis ça l'explose en fait. Ça le met comme si c'était des paramètres que je fournissais à la fonction. Ça s'appelle le spread operator, un opérateur dans le fond d'étalement, peut-être en français. Ça ici, c'est que j'ai max. Je fais la même chose pour min. Taille. Je vais voir s'il y avait somme dessus. Mais il y a average de mémoire. Ah, il n'est pas offert sur map. Je vais le faire à la main. For 0. Il y a d'autres méthodes pour le faire, la moyenne. Là. Ça fonctionne toujours les for. Sinon, il y a des outils, par exemple un MapReduce, mais ce n'est pas des choses qu'on va voir dans le cadre du cours. Ici, taille, point. Length. I plus. Parfait, c'est ça. Ça va me prendre une variable pour la somme. Et ça, j'ai tout. C'est juste ça que j'ai besoin. On se souvient que la formule, à fond, pour la moyenne, c'est la somme de toutes les valeurs divisées par le nombre de valeurs. Ce que je fais ici, somme plus égale à taille et l'élément qui m'intéresse. Ici, je vais avoir la somme. Ça, il me reste juste à faire const. La moyenne est égale à somme
divisé par taille. Si on veut optimiser le code ici, mais on voit que j'utilise length 2 fois, mais je pourrais l'envoyer dans une variable. Donc, on pourrait taille du tableau. Mais ça, c'est vraiment de la micro-optimisation. Je pense pas que ça vaille la peine tant que ça. Ça peut peut-être aider la lecture du code. J'avais une erreur en plus. C'est ça ici, point virgule, plus. C'est beau. Je vais faire un console.log de tout ça, juste pour voir si ça fonctionne en premier. On peut les mettre un à côté de l'autre. In et somme. Oups, moyenne. J'y vais, je recharge ma page. Bon, je vais dire 100, 50, et je vais faire stop. Puis on voit que j'ai la valeur 100, 50. Mon max c'est 100, mon minimum c'est 50, et la moyenne c'est 100 plus 50 divisé par 2. Ça fonctionne aussi. Une fois que j'ai ça, je peux le retourner comme un objet. Si vous avez plusieurs valeurs à retourner, mais c'est le fun dans JavaScript, on crée des objets assez rapidement avec la notation des accolades. Je fais max, min et moyenne. Ça l'appellera, dans le fond, ça ne renommera pas les propriétés. La propriété max va s'appeler max, ça va être 2 points la valeur, min 2 points la valeur, moyenne 2 points la valeur. Si vous voulez l'appeler autrement, je l'avais dit dans une autre vidéo, mais vous pourrez faire max ici et ça va fonctionner. 2 points. Je pense que c'est ça qui est pour ça. Et moyenne. Je pense pas que dans ce cas-ci, ça valait la peine. Je les enlève. Obtenir, c'est que là, j'ai un type de retour pour ma variable. Je m'en vais ici. Const. Le rapport. J'ai demandé l'information à l'utilisateur. J'ai fait un traitement dessus. Ensuite de ça, il me reste à l'écrire dans la page. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la page que je pourrais utiliser. J'ai nom puis j'ai date. Je vais l'appeler rapport 1 et rapport 2. Je vais montrer qu'il y a deux façons différentes de faire le tout. Ça ici, constant rapport 1. Je l'obtiens. Je vous ai dit, on va aller plus loin dans le fond, dans ce qui se passe sur le document, plus loin dans la session. Pour le travail 2, c'est vraiment le document getElement by ID. Ou si vous avez des boutons radio, mais getElements by name, comme je vous ai envoyé parmi eux. By ID. Rapport 1. Rapport 2. Qu'est-ce qui s'est passé là? OK. Rapport 2. Et là, je vais fournir l'information d'une façon différente. Je pourrais prendre rapport 1, puis lui, je vais y aller par inner text. Égal à texte est égal à, on va y aller, c'est quoi rapport? Taille maximale, 2 points. Utiliser l'interpolation, moi c'est ce que je vous suggère d'utiliser, c'est ça qui va le mieux en fait. C'est ici, puis je fais rapport.max.
fais la même chose, taille minimale, 2 points. Alors, je vais sauter un petit peu dans le temps. Ce qui est bien avec InnerText, c'est que vous allez pouvoir faire des sauts de ligne, puis ils vont être pris en compte. Ça va changer le contenu de l'élément, puis ça va faire les. Ça ne sera pas interprété comme du HTML, ça va vraiment être interprété comme du texte littéral. Je sauvegarde ça. En fait, pour être plus clair ici, centimètres, centimètres et centimètres. On va ici. 123, 121, stop. Ça ici, ça fait 444. La somme, dans le fond, les deux tailles que j'ai données, ça fait 444 divisé par 2, ça donne ça ici. On voit le maximum, on voit le minimum. Juste là, ça va bien. Je vais le montrer dans le fond avec l'inner HTML aussi. Oups, parce que je peux. C'est rapport 2. Inner HTML. Je vais y aller comme ça. On va voir que dans ce cas-ci, ça ne fonctionnera pas les sauts de ligne. J'ai juste mis un sur de l'autre parce que c'était interprété comme du HTML. Dans du HTML, les sauts de ligne puis les espaces plus grands que 1, mais ça ne fonctionne pas. C'est comme tout écrasé ensemble. Ce qu'on peut faire ici, c'est de prendre du. En fait, vous pourriez faire ce que vous voulez. En fait, là, vous pouvez mettre du JavaScript, du HTML ici, là, vu que c'est du inner HTML. Si on veut vraiment un saut de ligne, /br. On voit que ça fait un saut de ligne. Grossièrement, ça ressemble à ça, ce que vous avez à faire pour le script qui s'exécute automatiquement. Évidemment, ce n'est pas les mêmes calculs. Puis là, il manque des parties, dans le fond, comme les parties de Bootstrap. Ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, une chose que j'avais demandé de faire dans le travail, c'est, dans le fond, de faire en sorte que ce ne soit pas tout global. Parce qu'en ce moment, taille, si quelqu'un dans un autre script que j'utilise a déjà défini taille, mais je vais avoir un problème. Ce que je peux faire, c'est de prendre ça ici. Je vais créer une fonction aussi. Exécution. Exécuter traitement. Bon, ça ici. Je les mets toutes dedans. Déjà là, en mettant tout dans exécuter traitement, ça va aller mieux. Taille n'existera pas en dehors de cette méthode-là. Il faut que je l'appelle, évidemment, exécuter traitement ici. Mais si quelqu'un a une fonction qui s'appelle demander information, obtenir rapport, mais je vais avoir des conflits aussi avec eux. Ce qu'on peut faire, c'est pas toujours nécessaire. Je voulais le faire dans le travail pour qu'on ait une idée de comment ça fonctionnait. Bon, l'application. C'est ici. Je me crée un objet dans lequel il y a ces différentes choses-là. Ça ici. Deux points et virgule ici. Mon application, puis traitement, mon application. Ça devient comme mon espace de nom, mon namespace dans lequel je mets mes choses. Là, ici, il y a plusieurs erreurs. Parce qu'il faut, quand j'appelle, corriger ça.
quand j'appelle les applications, mais les fonctions, il faut que je leur... Bon, l'application. Ouais. J'ai tout corrigé ça. Donc là, j'ai mon application. Oh, il y a comme petite erreur ici. Mon application pour exécuter traitement, mais qui va lancer exécuter traitement. Exécuter traitement va chercher les informations. Après ça, je m'en vais obtenir le rapport en fonction de ce qui a été fourni à l'utilisateur, les tailles en fait, et les fonctions sont ici. On peut regarder voir. Normalement, le fonctionnement n'aurait pas dû changer. Ça ici, ça donne la même chose que celle qui donnait tout à l'heure. Autre chose que j'ai demandé de faire dans le travail, c'est de documenter votre code. Contrôle. En fait, si vous allez voir dans les modules que j'ai installés ici, il y en a un qui c'est Document This. Vous pouvez prendre ça, sinon vous pouvez le faire à la main. Ça, je trouve que ça va quand même bien. Vous le mettez sur la ligne que vous voulez documenter. CTRL ALT D, CTRL ALT D, et ça vous dit qu'est-ce qui va se passer. Retourne ici, retourne tableau. Je pourrais être plus clair, je pourrais ici mettre ici number, dire que c'est un représentant, je pourrais expliquer c'est quoi. Même chose pour ça ici, même chose pour ça ici. Je pourrais même le faire pour... Ça n'a pas fonctionné ici. Non, il ne veut pas le faire pour ma variable. Mais pour vos fonctions, vous devriez le faire. Puis pour des bouts de code qui sont plus complexes. Je ne pense pas que dans le travail, il y ait tant de bouts de code qui soient complexes. Là, peut-être les calculs de l'âge et le... Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Peut-être le modulo du nombre de semaines. Qui serait plus complexe. C'est une partie du travail. Là, il reste à faire l'autre script qui est dans mes fichiers ici, qui est le script 2. Script lancé par bouton. Je vais aller voir c'est quoi que j'avais mis dans cette page-là. Lancer les 2D. OK. Laissez-moi juste créer un formulaire, puis je vais revenir. Bon, je me suis créé un petit formulaire. C'est pas vraiment important. J'ai copié du code qui était en ligne là, pour me fournir, dans le fond, 2 champs que je vais aller lire et des boutons radio. J'ai une question sur les boutons radio dans le travail. Là. Si vous prenez l'option pour mettre le sexe de la personne via des boutons radio, qui est une bonne pratique parce qu'on a seulement un choix possible. C'est une des façons, ça va ressembler à ce que vous allez avoir à faire. Sinon, une autre façon de faire pour choisir le sexe, ça peut être une liste déroulante. Je vais ici. Quand je vais cliquer sur Submit, mais on va lancer le script. Je m'en vais sur le script 2. Ici. Oups. N'oubliez pas d'utiliser le Use Strict. J'aurais dû mettre ça en haut ici. Là. Ça va vous éviter bien des problèmes. Ça va faire en sorte que si vous avez des variables qui n'ont pas été définies, ça va vous avertir. Vous allez avoir des erreurs et non des effets de barre puis des erreurs. En fait, des résultats erronés, vous ne comprenez pas. Ça va vraiment vous faire une erreur puis vous allez pouvoir la corriger. Il y a d'autres choses qui sont liées à UseStrict. On pourra en reparler durant votre programme. UseStrict. Même chose ici, c'est une bonne pratique d'attendre que tout soit chargé. Dans notre cas, ce n'est pas nécessairement essentiel. Ça, je peux l'enlever si ça vous aide, enlevez-le. Si vous l'enlevez, vous devez vous assurer que votre JavaScript 2.js, si on va le lancer par bouton, soit à la fin, ici. À la fin de tout le contenu que vous allez utiliser. Parce que si vous cliquez sur un bouton, puis que, dans le fond, par exemple, si je mettais mon script en haut, puis que les éléments que j'utilise ne sont pas encore là, mais ça ne fonctionnera pas. En tout cas, du moins, il peut y avoir des risques que ça ne fonctionne pas. C'est pire pour le script 1, parce que le script 1 s'exécute au chargement de la page, mais le script 2, il peut y avoir des problèmes aussi.
Vraiment mettre votre script à la fin ici, puis ça va limiter l'utilisation du Add Event Listener là, pour l'instant. Je m'en vais chercher mon bouton, comment il s'appelle? Il n'y a pas d'ID, ça je vais y en mettre un. Je vais mettre des petits guillemets simples. Même chose ici. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de parenthèses ici. Là. On veut vraiment envoyer une fonction comme étant un paramètre et non exécuter la fonction. Pour l'instant, je ne mettrai rien. Je vais juste vous montrer que quand on clique sur le bouton en ce moment, il y a un chargement qui est fait. Okay. Je vais mettre n'importe quoi. Je clique sur Submit. Oh, il s'est passé quelque chose, mais ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, on ne veut pas l'envoyer au serveur, on ne veut pas rien faire de particulier avec. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'il y a deux possibilités. Soit qu'on gère, puis qu'on il y a une fonction qui s'appelle Prevent Default, dans le fond, qu'on peut mettre sur un bouton pour prévenir le comportement par défaut. Nous, c'est pas ça qu'on veut. On va le faire plus simple. On va dire juste button. Là, quand je vais cliquer dessus, mais il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui se passe parce que j'y passe nul pour l'instant. J'y vais. Là, ce que je vais faire comme petit programme, c'est que selon ce qu'on va choisir ici, mais il va se passer quelque chose de différent. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller chercher qu'est-ce qui a été choisi. Elements by name. Dès que vous voyez un S ici, c'est signe que vous allez recevoir un tableau. Même s'il y a juste un élément, ça va être un tableau pareil. Un by name et mon nom, c'est. Je vous dis, j'ai copié ça directement sur Internet. C'était pas vraiment important pour là. On va faire une réponse au type d'analyse. En fait, je pense qu'on va y aller avec la façon plus simple, parce que sinon, il va falloir faire une boucle. On va allonger le code pour rien. On va chercher ici. Type d'analyse, je vais chercher les inputs qui ont le name Group of Default Radios, puis qui ont c'est un pseudo sélecteur qui s'appelle checked. Ça ici, genre le type d'analyse. Pour l'instant, je vais mettre ça dans une fonction. Loguer type analyse. Juste pour voir que ça fonctionne bien. C'est bien de tester toujours au fur et à mesure et non d'attendre à la fin, coder puis penser que tout va bien. Ça m'est arrivé souvent. Coder sans ligne, puis après ça, essayer de commencer à exécuter le code, c'est pas une bonne pratique. C'est vraiment mieux d'y aller au fur et à mesure. Normalement, même qu'on ferait des tests unitaires au fur et à mesure, on voit pas ça encore. Mais c'est une bonne pratique de créer des tests au fur et à mesure qu'on développe. Donc, fonction log type analysé, loguer type analysé. Ici. Je vais avoir cette ligne-là.
ce que je vais faire, c'est console.log de type analyse. Si vous avez beaucoup de problèmes, vous pouvez faire ici Quick Fix. Fix all auto-fixable problems. Habituellement, ça aide. J'aurais dû faire ça avant ça, pendant la démo. Je mets ma fonction ici. Et là, quand je vais cliquer sur le bouton Soumettre, qui est l'ID Soumettre, ça va lancer la fonction loguer type analyse. Puis ça va exécuter cette ligne-là et ça va loguer le. Ici, je montre F12. J'imagine que leur valeur, c'est on. C'est du code que j'ai copié en ligne. Je vais aller voir. Okay. C'est parce qu'ils n'ont pas de valeur. Je suis allé chercher en ligne. Ils n'ont pas de valeur, c'est qu'ils donnent toutes la même chose. Je suis allé prendre ici, value psi, c'est de mettre une valeur pour chacun des inputs. Ici, ça va être le 100. Ici, je ne me souviens pas prendre rendez-vous. Rendez-vous. Je vais ici. Je vais juste le charger, voir que ça fonctionne bien. Submit, on voit que psi est ajouté ici. Si je prends ça, ça met 100. Si je mets l'autre, RTV. Ça fonctionne. Ensuite de ça, probablement, il va falloir que je fasse un. Dans le fond, j'ai 3 cas. Quand on parle de 3 cas, mais ça faut penser à switch case. Ici, switch type analyse. Le premier cas, c'est RDV. Ou, en fait, je devrais les mettre dans le bon ordre, ça pourrait m'aider plus tard. Ici. Je ne mettrai rien pour l'instant, je vais juste mettre break. Case psi. Peut-être qu'il n'y a pas ça comme ça. Je vais regarder c'est quoi mes problèmes après. Break, encore là. Case. Là, on pourrait se dire, ben, je pourrais dire que c'est défaut, le troisième. Mais non, parce que si j'en rajoute dans le futur, mais peut-être que lui va déjà être fait. Ou si, par exemple, il n'y a rien de sélectionné. Ça pourrait arriver que quelqu'un ne sélectionne rien. Je pourrais valider puis faire quelque chose d'autre. RDV. Break. Il manque les 2 points. Et default ici. On pourrait par exemple valider que l'information n'est pas bonne. Console.log. Et de choisir. C'est beau pour ça. J'ai mes cas. Normalement, je pourrais mettre mes fonctions ici. Je vais juste en faire une. Je ne ferai pas les 3 cas. Là. Ici, ma fonction, son nom logué est plus bon. Le code va continuer à fonctionner, mais ça ne fait plus de sens de l'appeler logué type d'analyse. On pourrait ici exécuter. Je vais faire renommer. Exécuter. Analyse. Puis on pourrait faire une fonction, obtenir le type d'analyse à faire. Après ça, exécuter. Puis dans exécuter, il y aurait le switch ici. C'est vraiment mieux d'avoir des petites fonctions qui ne font pas beaucoup de choses que d'avoir des grosses fonctions qui font plein de choses. Je vais ici y aller.
Dans le cas du travail, on demande, dans le fond, les journées d'alcool. Je pourrais faire ici un for, en fait, c'est un while. Disons que j'ai besoin de 3 échantillons de sang. On va poser la question 3 fois. Non, dans votre cas, c'est l'utilisateur qui fournit le nombre de jours qu'il veut analyser. Ici, vu qu'on fournit le nombre de jours qu'on a analysé, mais on est capable de faire un for. Fait ici, let i égale O, 0, i 3, parce que je veux faire 3 jours, i plus. Je vais prendre les données de l'utilisateur. Échantillon. Ça ressemble un peu à ce que vous avez ici. Échantillon, je l'ai mis dans un objet, dans un tableau vide. Je le fais sur une ligne. C'est sûr que le code il va être moins lisible. Ça me fait des variables de moins à créer. Prompt, ici, je pose la question. Entrer le taux de cholestérol, par exemple, en milligrammes par litre. Donc, automatiquement, ça s'exécute. Ça va donner une valeur, puis la valeur, je la pousse ici. Les valeurs vont être des chaînes dans ce cas-ci, parce que dans le fond, j'ai pas. Je vais corriger ça au complet. Voyons. OK. Les cases par défaut, c'est pas des blocs. Fait que de la façon que je l'ai fait ici, il n'aime pas ça. Si vous voulez vraiment faire de façon comme ça, mais faut créer un bloc. Ça fonctionne. Ça ici. Ça fonctionne. Je vous recommande pas. De toute façon, moi, ce que je voulais faire, c'est extraire ça puis l'envoyer dans une méthode. Okay. Bouton droit de la souris, refactor, extract to function in global scope, extrait le code dans une fonction dans la variable globale, en fait. Ça ici. Ça me crée une nouvelle fonction. Je l'appelle obtenir. Ça, les outils de refactoring, en fait, qui s'appellent réusinage en français, je vous recommande de les utiliser. Là, ça vaut la peine de. On envoie ici le refactor. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Move to a new file. Dans le fond, si je voulais créer ça, c'est vraiment contextuel à ce qu'on est en train de faire. Ça m'a permis rapidement d'extraire un bout de code puis de faire une fonction avec. Ici, obtenir données, échantillon, push, puis je pourrais faire un return échantillon. J'ai vraiment des problèmes avec mes tables. Fait qu'ici, j'ai un retour. Là, après ça, je pourrais dire, console.log de mon retour. Données.
Avec ça ici, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, si ça va vraiment poser les questions, puis ça va loguer le tout. On a juste fait sanguine, c'est que je vais faire ça ici. Ça me pose la question, donc 123, 3. On voit que ça m'a créé un tableau avec mes informations. Après ça, ça va les analyser ou les envoyer dans la page. Pour prendre les éléments d'un formulaire, pour l'instant, dans le travail 2, faites un document.getElementById ou document.getElementsByName pour les boutons radio. Si vous avez trouvé autre chose sur Internet, j'ai aucun problème avec ça. Il y a des méthodes qui sont mieux que celle-là. Je ne voulais juste pas embarquer dans ces détails-là pour le travail 2. Bonne chance pour la suite.